Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste, écrivain, réalisateur de documentaires, Claude Ardide est avant tout un insatiable collecteur d'informations. Formé au journalisme de terrain à Var-Matin, où il écrivit ses premiers papiers pour la locale de Toulon, il est ensuite monté à Paris, où sa carrière a aussitôt changé de rythme et de format. Claude Ardide met ses talents d'enquêteur au service de plusieurs sociétés de production pour lesquelles il réalise des reportages et des documentaires destinés notamment à France Télévisions. Il rejoint peu de temps après son arrivée dans la capitale la rédaction de Charlie Hebdo et publie plusieurs livres d'actualité dont le dernier, Les Enfants du Purgatoire, fait partie des meilleures ventes en librairie. Dans cet entretien, Claude Ardide revient sur sa passion pour le journalisme. Il nous parle également des confrères et amis qu'il a perdus dans la tuerie de Charlie Hebdo et nous fait pénétrer dans les coulisses de 3 mois d'enquête à la brigade des mineurs de Marseille, où il a partagé le quotidien des policiers confrontés à l'indicible souffrance des enfants. Alors, je suis Claude Ardide, je suis journaliste, j'entame ma 43e, 44e année de journalisme. En fait, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé en 1978 comme jeune stagiaire à Var-Matin, 3 mois. J'ai bossé comme un fou en ayant une chance absolument incroyable, parce que durant ces 3 mois, j'étais à Toulon. Il y a eu des faits divers d'un autre monde exceptionnels. Il y a eu des règlements de compte dans les rues de Toulon. Il y a eu des incendies de forêt. Je me souviens même que la cabine du téléphérique du Montfaron était tombée dans ce qu'on appelait le trou du diable. Et j'étais jeune stagiaire, et quand tu démarres ta carrière et que tu démarres par un fait divers exceptionnel comme ça, parce que ça n'arrive quasiment jamais, un téléphérique qui tombe. Et donc voilà, et ensuite j'ai enchaîné les faits divers de nuit. Comme plus personne ne voulait faire les faits divers de nuit à la locale, on m'a dit est-ce que tu veux bien les faire. Donc j'ai assuré une permanence toutes les nuits de 20h à minuit. Donc la tournée des flics, la tournée des pompiers, la tournée des magistrats de permanence. Et en fait, ça m'a créé un réseau absolument colossal. Et puis, comme dans cette ville à Toulon, enfin dans la métropole, il se passait toujours des choses incroyables. Comme les journaux à l'époque commençaient à être imprimés à 1h du matin, quand il y avait un fait divers exceptionnel à 23h, on avait le temps d'écrire et puis de prendre vraiment le temps de faire une page avec des photos, de publier. Et les faits divers, c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on voyait, comme on avait les chiffres de vente dès le lendemain de la parution du papier, quand il y avait un fait divers, on voyait qu'on vendait 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 numéros de plus. Et donc c'est comme ça que moi j'ai créé ma carrière avec des coups de chance absolument incroyables. Mais il y avait un journaliste, un rédac-chef de Var-Matin qui m'avait dit un bon journaliste, ça a beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne dis pas que je suis bon, hein, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et puis après, je suis resté 19 ans à Var-Matin avec beaucoup plus de hauts que de bas parce que ce département était tellement riche à la fois en faits divers, en faits politiques, en faits de société, que en plus les rédacteurs en chef de l'époque ou mes chefs de service nous faisaient une confiance absolue. C'est-à-dire qu'on avait une liberté d'écriture, de ton, une liberté éditoriale qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans la presse régionale. Et donc cette liberté-là nous permettait d'écrire tout, et parfois même n'importe quoi, parce qu'on se laissait aller, on avait une façon de parler, d'écrire qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la presse régionale, quoi. Et donc voilà, et puis les moments à la fois les plus chauds et les plus durs, ça a été l'assassinat de Yann Pierre en 1994, fait extraordinaire que j'aurais jamais dû couvrir parce que j'étais en vacances. Mais surtout que le chef d'agence de hier, là où s'est déroulé l'assassinat, n'était pas là. Soit il était malade, soit il était parti en vacances de février, et donc je me suis retrouvé à 21h, le rédac-chef m'appelle, il me dit « Claude, tu connaissais Yann Pierre ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Il faut que tu ailles au Monde des Oiseaux, elle a été assassinée, il n'y a que toi ». Je dis « C'est pas possible, non, pas moi, c'est pas mon secteur, si, c'est toi ». Et donc j'ai pris ma voiture et puis j'ai filé au Monde des Oiseaux, puis j'ai été l'un des premiers sur place à voir, à enregistrer, à être en colère, parce que là, j'ai compris que c'était le summum de l'horreur, quoi. Tuer un député, une femme, une mère de famille. Et ça m'a à la fois propulsé dans un monde que je ne connaissais pas, parce que j'en ai fait un livre, puis j'en ai fait 2, puis j'en ai fait 3, j'en ai même fait un film, mais en même temps, ça m'a mis la moitié du département à dos. Parce que comme j'accréditais la thèse que l'assassinat était
une commande politique. J'avais la moitié des avocats, des magistrats, des flics, des voyous qui voulaient me faire la peau. Et l'autre moitié qui me disait, mais non, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez raison. Bon, voilà, donc... mais je regrette absolument rien de ces 20 ans de presse régionale, parce que c'est là qu'on apprend tout, quoi. La conférence de presse de la CGT, le bal des pompiers, être correspondant, enfin chef de petites agences départementales où on a un contact direct avec les gens. Les gens, ils rentrent dans le bureau, bonjour, j'étais à l'info, pourquoi vous ne l'avez pas fait, pourquoi c'est pas paru, on se fait engueuler, on se fait féliciter, et puis c'est une période qui était très très heureuse, quoi. Quand tu es journaliste de presse régionale, donc de presse de contact, encore une fois, on croise le maire, on croise le député, on croise le commerçant du coin de la rue, on croise le président d'une association, un sportif. Et donc, moi j'ai toujours été assez en empathie avec mes personnages, et toujours assez direct. Et en fait, je m'aperçois que ce que j'ai appris, ou ma façon de procéder d'un point de vue journalistique, quand j'étais jeune journaliste de presse écrite, et la façon dont aujourd'hui je réalise mes documentaires ou mes reportages, ou quand même je suis en contact avec des gens pour écrire un livre, c'est exactement la même chose. Alors j'ai pris plus d'expérience, plus de maturité, j'ai un peu moins peut-être d'empathie pour les personnages, parce qu'il faut garder un peu de distance vis-à-vis des gens que tu interviews, ou que tu rencontres, surtout si les affaires sont délicates, mais c'est la même chose. Le Claude Hardy de 1978-79, quand je commence vraiment ma carrière, le Claude Hardy de 2023, je pense que c'est le même, avec plus d'expérience, plus de connaissances, plus de méfiance. Parfois, quand on va voir des hommes politiques, des voyous, quand on discute avec des avocats dont on sait qu'ils peuvent nous manipuler, ou quand on est au creux d'une enquête avec des flics, des juges d'instruction, il faut qu'on garde de la distance parce qu'on peut se faire littéralement bouffer. Mais c'est le même. C'est exactement le même. Que j'ai fait de la télé, que j'ai fait en matière de reportage de doc ou de la presse écrite ou de la presse magazine, ou écrit un livre, le contact est toujours le même. Toujours le même. Je suis à peu près le même, avec parfois même une sensibilité plus importante que celle que j'avais quand j'avais 24-25 ans. Mon expérience à la brigade des mineurs pendant 3 mois, j'ai entendu et vu des choses tellement violentes que ça m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, si tu avais 30 ans de moins, est-ce que tu aurais perçu les choses de la même manière? Est-ce que tu les aurais écrites de la même manière? Est-ce que tu te serais pris un coup de bambou sur la tête de cette façon-là? Là, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que le métier est le même. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand on travaille avec une caméra ou avec un stylo, c'est pas la même chose. C'est plus difficile, le reportage, le documentaire, parce qu'on travaille en équipe, alors que le travail de journaliste de presse écrite, tu es seul avec ton stylo, ton ordi et ton calepin, ou ton enregistreur. Mais je pense que les qualités qu'on a à 25 ans, on les garde 40 ans après, ou même parfois aussi les défauts. C'est difficile à rectifier. Quand on est un peu crétin, on reste crétin toute sa vie. Mais on corrige quand même. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai travaillé, vers matin, j'ai eu des rédacteurs chefs et des chefs d'agence qui étaient vraiment très bons, qui m'ont quasiment tout appris. Quand je suis rentré à France 2, à complément d'enquête, moi j'ai bossé avec un type extraordinaire qui s'appelait Benoît Duquesne, qui était une forme d'esclavagiste, qui nous faisait travailler 12 heures, 13 heures par jour, 6 jours sur 7, mais qui nous a appris vraiment ce qu'était la télé, et puis aller chercher des idées novatrices au moment où il y avait une concurrence sévère entre tous les magazines télé. Quand j'ai travaillé en envoyé spécial, j'ai travaillé avec Naon et Benjamin, le duo, on les appelait Pic Époque, et c'était des types qui avaient une rigueur intellectuelle, une curiosité qui nous poussait toujours dans les reportages à aller plus loin, et puis qui vraiment nous disaient, bon voilà, demain, à l'époque, je crois que je ne sais plus quel jour c'était envoyé spécial, c'était des succès d'audience qui étaient colossales. Aujourd'hui, quand envoyé spécial fait 1,3 million de spectateurs le jeudi soir, nous on en faisait 5 millions. Et si tu faisais pas la barre des 5 millions, tu étais convoqué par Naon Benjamin qui disait ouais, alors pourquoi ça n'a pas marché, etc. quoi. Et donc moi j'ai eu beaucoup de chance. Et après j'ai rencontré des producteurs, j'ai travaillé avec des gens chez Canal+, à Spécial Investigation, qui étaient à la fois caractériels et qui en même temps disaient Canal c'est différent des autres chaînes.
Donc quand on fait un doc ou un reportage, il faut vraiment que ce soit marqué du sceau, de l'originalité, de l'investigation, il faut foncer, il faut faire des révélations, etc., quoi. Mais en fait, c'est toujours c'est toujours le même métier, quoi. Moi, quand je me regarde dans une glace, je me suis dit, bon, j'ai des cheveux blancs, j'ai des rides, mais je suis le même mec, quoi. Je suis le même. C'est étrange. J'ai fait un premier documentaire pour France 5 en 2017 sur la prostitution des mineurs. Et on avait tourné des séquences à Paris, à la Brigade des mineurs de Paris. Et on avait compris que le phénomène de prostitution, alors je parle des gamines de moins de 15 ans françaises, plutôt de milieux aisés, donc pas des gamines dans la précarité ou qui avaient besoin d'argent. Et on avait remarqué que le nombre de dossiers à la brigade des mineurs c'est une croissance exponentielle, premièrement. Deuxièmement, le patron de la brigade des mineurs m'avait fait comprendre, mais en discutant aussi, puisqu'on avait fait de très belles séquences avec les flics, qu'en fait, quand les gamines se prostituent, il y a des fugues, il y a de la violence, il y a parfois des viols, il y a parfois du harcèlement, que ça ne vient pas juste une gamine à 13-14 ans, elle ne dit pas matin en se levant, tiens, je vais me prostituer. Et donc je me suis dit, il y a un background derrière il faudra un jour étudier. Nous, dans le doc, on a essayé de le faire pour France 5, mais c'était essentiellement la prostitution. Et puis, 2 ans plus tard, rebelote, mais cette fois-ci, on a fait un documentaire à la Brigade des mineurs de Marseille, pour des raisons pratiques, et c'était sur les adolescents fugueurs ou sur les disparitions inquiétantes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait environ 50 000 disparitions par an en France, ce qui est énorme, et que les disparitions des enfants ou les fugues étaient pratiquées par des gamins qui étaient de plus en plus jeunes. C'est-à-dire avant, c'était des gamins qui fuguaient, ils avaient 16-15 ans. Là, c'était parfois des gamins de 11-12 ans, quoi. On avait même assisté à des gamins de primaire qui se barraient à l'âge de 9-10 ans. Et donc on a tourné à la brigade des mineurs et je suis tombé sur 2-3 enquêtrices, parce que la brigade des mineurs est essentiellement féminine à Marseille, et qui m'avaient dit, mais si tu veux vraiment découvrir l'horreur, l'inceste, les bébés secoués, je ne savais même pas que ça existait, si tu veux découvrir les agressions sexuelles, si tu veux découvrir tous les dossiers qu'on traite, il faut que tu t'installes plus longtemps et que tu vois vraiment notre quotidien de flic et combien les affaires sont nombreuses, et combien elles sont diverses, et combien les bébés, les enfants, les ados sont victimes de maltraitance. Et donc je me suis dit, j'ai mis ça dans un coin de ma tête, mais là j'avais compris que c'était difficile d'entrer avec des caméras, et que donc le meilleur moyen, c'était non pas d'écrire un reportage, j'aurais pu le faire pour Charlie Hebdo ou pour un autre magazine, mais je savais qu'il fallait que ce soit long, et donc je me suis dit, je vais en faire un livre. Et donc j'en ai parlé très vite, on est obligé de demander des autorisations au ministère de l'Intérieur, que j'ai eu relativement facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de difficultés majeures. Ils avaient vu le doc qu'on avait fait sur la prostitution des mineurs et sur les ados fugueurs, parce qu'ils voient tout, hein. Quand tu fais une demande d'autorisation pour tourner avec les flics, ils se renseignent sur toi, sur ton métier, etc. Et donc ils ont dit oui. Et après, j'ai convaincu le commandant Marc, qui était le patron de la brigade des mineurs. Et ça s'est passé relativement vite. Bon, il y a eu des périodes de confinement où on ne pouvait pas, parce que les brigades étaient closes, hein, c'était des no man's land. Enfin, il n'y avait pas d'intervention extérieure. Et puis, en septembre, c'était la bonne période. C'était la rentrée 2022. Moi, il fallait que j'écrive vite parce que le bouquin était prévu pour sortie février-mars. Donc, je savais que pendant que j'étais à la brigade des mineurs à Marseille, quand je rentrais chez moi à Toulon le soir, il fallait que j'écrive dans l'urgence. Et donc, le bouquin est né comme ça. Et puis, quand je suis arrivé à la brigade des mineurs, donc début septembre, tous les flics n'étaient pas au courant que j'étais là. Et un jour, je croise une Nadia qui vient vers moi, assez solide, un peu guerrière, jolie fille. Elle me croit dans le coin, elle me dit, mais vous êtes qui, vous êtes là pour nous espionner, vous êtes un bœuf carotte, vous êtes là pour voir ce qu'on fait pas. Je lui dis, bah non, je suis journaliste, j'écris un bouquin. Là, elle est surprise, et puis elle me dit, bienvenue dans la petite boutique des horreurs, quoi. Et effectivement, les horreurs, elles sont tombées les unes derrière les autres, mais c'est assez marrant parce que le fait que j'ai tourné déjà avec des brigades des mineurs, que j'ai eu un comportement très sage
je faisais vraiment premier de la classe. C'est-à-dire que j'arrivais le matin très tôt, en même temps qu'elle, parfois même avant. Je me mettais dans un coin de bureau avec mes carnets, mes stylos. Je disais pas un mot, j'étais très poli. J'arrivais toujours avec des croissants, des pains au chocolat. Et donc, j'avais une position qui était très en retrait. À la fois pour ne pas gêner les enquêteurs enquêtrices dans leurs auditions et en même temps pour ne pas gêner les victimes et les mises en cause. Et donc j'étais quasiment, un objet dans le décor des salles d'audition. Alors invisible non, mais parce que les bureaux des enquêteurs enquêtrices, c'est 12 mètres carrés, 15 mètres carrés dans le meilleur des cas, donc forcément... mais souvent les mises en cause et les victimes croyaient que j'étais flic moi aussi, ou un stagiaire, ou un juge d'instruction en train de faire un rapport. Mais chaque fois, c'est ça, heureusement d'ailleurs, les flics disaient aux mises en cause et aux victimes, voilà, on a un journaliste, que ça vous dérange qu'il soit là, si ça vous dérange, il sort. Et personne ne m'a jamais dit, oui, ça nous dérange. Personne, une seule fois, en 100 auditions. Hein. À la fois, c'est pas gênant de ne pas poser de questions, parce que d'abord parce qu'on est spectateur d'une pièce de théâtre qui se joue devant soi, hein, dans un huis clos qui est quand même avec une intensité dramatique, avec les mots comptent, les attitudes comptent, les larmes comptent, les coups de colère comptent. Donc on est dans un coin. Puis moi, je n'avais pas le temps parce que j'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je faisais du mot à mot. Je n'interférais jamais dans le dialogue entre la victime, les mises en cause, ou parfois même dans la confrontation. Il y avait le mise en cause, la victime face à un flic. Il y avait parfois même un avocat qui défendait et la victime et le mise en cause. Donc parfois on était 5-6 dans le bureau. Je n'intervenais pas. Jamais. C'est-à-dire que parfois j'étais choqué, j'étais abasourdi, j'étais même parfois en colère, où j'ai eu des moments d'émotion, notamment dans les témoignages des gamines qui étaient victimes de viol ou d'inceste. Mais par contre, quand l'audition se terminait, je débriefais avec chacun des flics. Et on se mettait parce que les auditions sont souvent menées, parfois dans les cas délicats, par 2 enquêteurs, enquêtrices, et après on débriefait. Et là, ils me disaient, eux, au bout de 15 jours, ils avaient compris que j'étais un observateur à la fois neutre et compréhensif. Il me disait, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Et donc, à 2 ou 3 reprises, sur des affaires très délicates, notamment lors d'une audition d'une gamine qui accusait un grand-père, je le raconte dans le livre, qui dit il m'a violé, mais qui revient à plusieurs reprises sur ses déclarations, puis qui dit la vérité sans la dire. Et à la fin, le flic est venu vers moi, me dit t'en penses quoi ? Je lui dis écoute, je devrais pas te dire ça, mais je pense qu'elle ment. Mais peut-être que je me trompe avec ça. Et en fait, oui, elle mentait. Il y a une autre audition 15 jours après, alors c'était en dehors de la confrontation, et la gamine s'effondrait en disant j'ai menti, mes accusations sont bidons, etc. Mais on ne peut pas intervenir. Parce que d'abord d'une manière procédurale, ça pourrait gêner l'audition, et puis, parce qu'une tierce personne n'a pas à intervenir, sauf si c'est un avocat ou un flic, ou voire un psychiatre ou un psychothérapeute, mais non, je m'interdisais de le faire. Ouais. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on passe dans les auditions, il faut bien comprendre comment j'arrivais, que d'une audition à une autre, c'était des dossiers qui étaient radicalement différents. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une affaire d'une gamine qui vient témoigner d'un viol incestueux dont elle a été la victime, à un bébé secoué avec un couple qui est placé en garde à vue parce qu'on les soupçonne d'avoir secoué le bébé pendant que le bébé est à l'hôpital. Mais on peut, le lendemain, ça peut être une gamine de 15 ans qui a été violée par un mec qui est à peine plus âgé, mais qui est majeur, qui a 18 ans. Ou on peut passer avec un mec des quartiers nord, qui est à la fois un voyou, un trafiquant de stupes, qui a littéralement massacré son ex-conjointe et sa fille. Donc on passe par tous les stades de la colère, de l'émotion. Moi j'ai pleuré à 2 reprises, hein, vraiment pleuré. C'est-à-dire que tu te retiens, tu es dans un coin et tu dis il ne faut pas que je montre ma souffrance, parce que notamment lors des auditions des gamines, hein, une gamine de 5 ans un jour qui a raconté comment elle a été violée, tu peux pas, en plus la gamine c'était un ange, elle s'exprimait super bien, l'enquêtrice qui lui parlait était d'une douceur infinie avec elle, elle lui chantait des chansons dans l'oreille, elle avait mis des peluches dans les bras, donc tu te dis c'est pas possible, là tu touches la monstruosité de la société.
Donc moi, je suis passé par tous les stades. J'ai même eu un jour un moment de colère très fort où un mec est arrivé prétentieux, grossier, vulgaire. Et alors ça m'a rappelé mon épisode Charlie Hebdo. Il était accusé d'avoir tabassé, tuméfié sa conjointe. Et à un moment donné, il disait mais non, c'est pas moi, elle ment, c'est une pute, c'est une salope. Je l'ai jamais touché, alors qu'en fait, il avait les photos de sa compagne, son ex-compagne devant elle, où on voyait qu'elle avait été bousillée. Et à un moment donné, il a dit, ses yeux se sont comme c'était du cinéma, révulsé Allah Akbar, sur le Coran, sur la tête de ma mère, sur la vie de ma mère, Wallah, Wallah. Et là, je me suis dit, putain, je vais lui sauter dessus, et je vais lui en mettre une. J'étais derrière le flic, et il était en face de moi, le mis en cause, l'agresseur, et pendant 2/10 de seconde, j'allais passer par-dessus le bureau. Et puis, et je pense que le flic qui a enquêté, qui est un mec très expérimenté, Cédric, il a compris, il s'est retourné vers moi, l'air de dire ta gueule, ne bouge pas, quoi. Parce que j'ai dû avoir un mouvement de chaise derrière lui. Donc on passe par tous les stades de l'émotion. À l'inverse, les auditions sont assez extraordinaires des flics parce que quand on entend notamment des mises en cause, la première audition est très large, presque en empathie, et que même si le mec est un monstre en face de soi, on le laisse parler, on le met en confiance, on le laisse dire tout et n'importe quoi, on relève même pas ses contradictions. Donc le mec est en confiance. La deuxième audition, il retourne en garde à vue après la première audition. La deuxième, il remonte, il a passé 3-4 heures dans des geôles pourries, immondes, il faut le dire, hein. Et puis il remonte, là, la deuxième audition est plus sévère. Et puis il repart en garde à vue si le mec ne veut pas parler. Et puis là, on le ramène, parce que le garde à vue, c'est 48 heures, hein. Et là, le gars commence à avoir faim, soif, il commence à en avoir marre, il comprend que là où il est dans les geôles, c'est pas terrible. Et là, l'audition est plus sévère, quoi. Et là, moi, j'ai vu des enquêtrices, mais pas péter les plombs, mais élever le ton là-bas. Mais monsieur, vous nous prenez pour des imbéciles, vous êtes plein de contradictions, on a les vidéosurveillances, on a votre ADN, on a les témoignages de la famille, de la belle famille, des voisins, de vos enfants, machin, etc. Et vous êtes en train de dire que vous n'y êtes pour rien, vous vous foutez de nous. Là, tu es derrière, tu te dis, oula. Et puis même, ils ont une expression, je vais être vulgaire 2 secondes, mais moi j'avais failli mettre en sous-titre cette expression dans une expression typiquement marseillaise, surtout les femmes d'ailleurs. Ils me disaient, mais vos prétendues révélations, monsieur, je m'en bats les couilles. Et moi je dis, oula. Et ça marche. C'est qu'au bout de la troisième audition, en général, quelle que soit la mise en cause, que ce soit une femme, que ce soit un mec, quelle que soit l'affaire, un viol, une agression, du harcèlement, même un bébé secoué. Alors le bébé secoué, c'est autre chose, hein. Mais c'est... elles peuvent à un moment donné pas perdre leur nerf parce que tout est sous contrôle, hein. Mais la colère, elle est à la fois légitime. Moi, j'ai jamais vu un flic en 2 mois et demi, 3 mois d'audition, j'ai jamais vu un flic péter les plombs, menacer. Ils peuvent taper du poing sur la table, mais ça reste comme ça, quoi. Donc voilà, elles sont. Après, voilà, c'est le grand mystère de cette immersion, c'est que elles se rendent pas. Moi, je leur disais toujours, mais comment vous faites? Comment vous faites? Vous faites un travail extraordinaire parce qu'elles sortent, elles réussissent à mettre des mecs au trou et à les mettre en marge de la société pour qu'ils soient plus dangereux. Mais comme c'est leur quotidien, qu'elles font ça depuis des années, parfois certaines sont là depuis 15, 16, 17 ans, le plus ancien ça fait 21 ans, ils ont l'impression que c'est une espèce de routine, que l'horreur c'est leur quotidien, et qu'au final ce ne sont ni des héros, ni des justiciers. Ils disent on est comme des urgentistes, on intervient comme si on allait sur un accident de bagnole où on sait qu'il y a 3 blessés graves, ou un mec s'est balancé par la fenêtre, il faut le sauver, ou comme des guerriers. On monte au front, on part à la guerre contre la violence, contre la maltraitance, contre les viols, contre... Et puis parfois, c'est même, d'ailleurs, ils sortent, hein, ils ne sont pas que dans les bureaux, quand ils vont chercher des mises en cause, des agresseurs, ils partent à un domicile, ils sont gilets pare-balles, bracelets, ils sont armés, et puis ils ne savent pas, ils vont chercher un type qui était violent, ils défoncent la porte, ils ne savent pas si le mec ne va pas les agresser. C'est d'ailleurs arrivé, hein, le mec leur a sauté dessus, il y a eu 3 blessés parmi les filles, 2 nanas d'ailleurs. Mais bon, elles s'en sortent parce que d'abord l'humour, elles ont un humour colossal. Je crois que c'est une vertu très marseillaise, très Provence. Elles font beaucoup de sport, de randonnée. 2 fois par semaine, elles vont sur les quais de la Joliette à Marseille, une, deux, à côté du Mucem. Alors, elles ont un décor époustouflant.
font beaucoup de randonnées. Là, ils partent. Elles, c'est un groupe 4, c'est quasiment que des filles, elles partent faire le chemin de Compostelle parce qu'elles ont besoin de spiritualité. Elles ont besoin de... Elles ne sont pas forcément très catho, mais elles ont besoin à un moment donné de dire « mais mon Dieu, aidez-nous ». Elles ne savent pas qui est Dieu. Elles sont agnostiques. Mais le fait d'en baver sur un chemin de Compostelle, faire 25 km avec un sac de 15 kilos, ça leur fait du bien, ça donne du sens à leur vie. Et puis elles font un apéro une fois par mois où elles dénigrent complètement. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis il y a un café psy où elles traînent les pieds pour y aller, une fois par mois le jeudi, mais ils y vont. Et quand ils y vont, ils se lâchent, ils parlent. Et là, les psys qui sont en face, ces 2 jeunes femmes qui sont mandatées par le ministère de l'Intérieur, leur donnent des techniques à la fois de respiration, presque de méditation. Et puis elles leur disent, voilà, si vous voulez, on peut faire des séances d'hypnose, on peut faire du MDR, vous pouvez faire des psychothérapies pour raconter les souffrances qui sont les vôtres quand vous avez fini votre journée de boulot, quoi. Elles craignent toutes quand même, ils craignent tous l'affaire de trop, c'est-à-dire l'affaire monstrueuse qui fait que le matin, le lendemain, tu n'as plus envie d'aller au boulot, quoi. Ouais, il y a des choses que j'ai pas pu dire, mais que j'aurais pu dire. Un jour, j'ai assisté à une audition de gamins qui faisaient partie d'un foyer d'handicapés. Et à un moment donné, donc, il y avait un gamin de 15 ans qui en avait violé d'autres. Et donc là, tu as affaire à des gamins qui ne savent pas, à la fois la victime avait été violée, elle racontait son viol, mais en rigolant. C'est un garçon qui s'était carrément dessapé devant l'enquêtrice qui lui a sauté dessus. Elle disait non, mais passe pas ton pantalon, parce qu'il voulait lui montrer exactement ce qui s'était passé. Donc moi, j'étais entre la stupéfaction de voir le gamin de 15 ans rigoler, se foutre à poil, montrer ses fesses en disant voilà ce qu'il m'a fait. Et puis, en même temps, j'étais presque au bord du fou rire parce que la séquence, elle était drôle. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des ados qui ne savaient pas ce qui leur était arrivé et je ne savais pas comment en parler. Et d'ailleurs, les enquêtrices ne savaient pas comment elles étaient confrontées à une série de viols parce que le mec, l'ado qui était au foyer, il avait violé 2 ou 3 garçons de son âge. Et quand tu as affaire à des êtres qui sont irresponsables, qui ne comprennent pas, qui en rigolent, tu te dis, je ne savais pas comment l'écrire. Quelle est la pudeur comment on peut mettre de la pudeur dans un acte comme celui-ci et puis ou comment raconter sans être justement impudique. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis parfois, j'ai eu j'ai pas tué la vérité, mais parfois j'ai assisté à mais j'avais peur de me faire écorcher vif par les néo-féministes. Mais je l'écris dans le livre. Souvent, il y a des femmes qui mentent. Et je dis, il y a eu témoignages de femmes qui mentaient sur le fait qu'elles avaient été agressées sexuellement. En fait, elles n'avaient pas été, quoi. Et donc là, j'aurais pu développer de ça un chapitre, mais je me suis dit, bon, j'ai raconté que 8 dossiers d'agression sur 10 étaient classés pour des raisons parfois très, très objectives. Mais il y avait des auditions de femmes qui me mettaient très mal à l'aise. Tu sais pas quel est le style, comment l'écrire, comment ne pas choquer, ne pas gêner. Et puis ça me plaisait pas. Quand tu prends pas de plaisir à écrire quelque chose d'une affaire, tu te dis j'y arrive pas, donc je le fais pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.